Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Session, le podcast d'Uncode School qui part de la professionnalisation des outils no-code sous toutes leurs formes. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Jean de Roglaudre, cofondateur de Collective.work et CEO, et qui a pour mission, alors je mets des guillemets, mais on va peut-être avoir l'occasion effectivement d'en discuter un peu plus profondément par la suite, mais qui a pour mission finalement de ringardiser les agences traditionnelles. En fait, d'autant plus qu'ils ont levé en 2021, si je ne me trompe pas, je suis allé voir en fait juste avant ce podcast, 7 millions d'euros pour accélérer leur croissance. Donc ça va être l'occasion effectivement de parler de tout ça. Et dernier point, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on fait ce podcast-là, notamment en fait sur les collectifs, parce que je me rends compte qu'en fait dans le monde des outils no-code et de cette professionnalisation des outils no-code, c'est une vision qu'on commence en fait à retrouver de plus en plus. Je vois de plus en plus de collectifs en fait qui se forment autour des outils no-code, et donc je pense que c'est une vraie pertinence aujourd'hui d'avoir effectivement Jean qui est là pour nous en parler. Peut-être qu'ils sont tous chez toi, en plus, d'ailleurs. Et donc, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté l'invitation. Jean, déjà, pour démarrer, est-ce que tu vas bien? Eh ben, tout va bien. Tout va bien. Super, nickel. Eh ben, je te propose qu'on rentre en fait directement dans le vif du sujet. Et avant ça, peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Avec grand plaisir et merci beaucoup pour l'invitation. Donc moi, c'est Jean, CEO et cofondateur de Collective, qui est une entreprise que j'ai cofondée avec deux associés au sein du startup studio eFounders il y a maintenant 2 ans. Avant ça, j'ai un passé de consultant en stratégie. J'ai fait un peu moins de 3 ans chez McKinsey, après un parcours classique, école de commerce avec un master en école d'ingénieur, toujours très orienté startup, VC, entrepreneuriat. Et j'ai également eu la chance de faire un petit peu de freelance après un court passage à l'école 42 Ok. sur la plateforme crème de la crème à ses débuts. Et pour terminer ces grandes lignes académico-professionnelles, j'ai aussi été militaire de réserve pendant 3 ans. Voilà. Génial. D'accord, ok. Merci pour cette présentation. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Tu dis que tu as été freelance en fait avant. Tu as fait 42 ou tu faisais du dev? C'est quoi exactement que tu faisais en tant que J'ai freelance? fait la piscine de 42, j'ai été admis à l'école et j'ai fait un peu de. Et j'ai commencé mon admission là-bas, j'ai fait un petit peu de dev et j'ai fait des missions sur crème de la crème qui n'étaient pas forcément que des missions de dev. J'ai fait un peu de missions de rédaction d'articles, un peu de missions de scripting. Je faisais des petits bots pour automatiser des comptes Twitter et des automatisations d'ailleurs en no-code. Ok. À l'époque, c'était Sur du Zapier, j'imagine, IFTTT. non? Peut-être à Non, l'époque? c'était même avant ça, c'était IFTTT. Ah If Things ouais, à l'ancienne. J'ai démarré par ça aussi, ouais, c'est vrai. Exactement. Ok. Euh, Trop bien. Donc, du coup, effectivement, donc, tu as fait du freelancing en fait avant. Donc, je pense que tu es vraiment très au courant de ce qui se passe avec à la fois, on va dire, ce qu'on entend, la grande liberté qu'on a en tant que freelance, mais en même temps aussi toutes les difficultés administratives, financières, et puis même finalement de gestion de projet au quotidien avec le client, etc. Est-ce que, avant que tu nous parles en fait de Collective.work, du coup, en tant que freelance, toi, c'était quelque chose qui te plaisait, tu voulais absolument pas rester dessus. Comment tu voyais les choses en fait? Tu l'as fait plus parce que c'était pour tester, ou potentiellement tu te voyais freelance en fait? non, c'était vraiment un moment de ma vie où j'avais pas un rond, j'étais même interdit bancaire. Et du coup, j'ai cherché à faire un peu de freelance pour renflouer la boutique et gagner un peu mieux ma vie. Et il s'avère qu'il y avait des missions qui étaient plutôt bien payées sur crème de la crème. Et c'est la raison pour laquelle j'ai été freelance, mais du coup, freelance un peu contraint à ce D'accord. moment-là. Donc l'idée c'était vite de changer, de pas de rester dans ce côté freelancing et du coup de monter une boîte collective. C'est ta première boîte ou pas? Oui, tout à fait, première boîte. Ok. Et alors, du coup, est-ce que tu peux nous. Je parlais de ringardiser les agences, en fait, dans cette présentation. Est-ce que tu peux me faire une présentation un petit peu plus complète, en fait, de ce que vous faites Ouais, chez Collective? complètement. Et peut-être évoquer du coup la jeunesse du projet. Donc, Bah oui, après avoir été un bien peu sûr. freelance, donc j'ai fait 2 ans et demi chez McKinsey, où j'y ai aidé une petite vingtaine d'entreprises, alors plutôt des grosses entreprises hein, qui font entre un demi-milliard et 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur des problématiques très stratégiques. Et,
Et en fait, ayant été freelance, ayant connu le monde du service, c'est naturellement le domaine que j'ai investigué en souhaitant monter ma boîte. Et le constat de départ, c'est que le travail indépendant, le freelance a explosé au cours des 10 dernières années et que c'est une tendance qui va se poursuivre dans les années à venir. Mais ça, on le sait tous déjà. La tendance un peu embryonnaire que j'ai commencé à identifier et que j'ai confirmé assez rapidement, c'était l'intérêt grandissant des indépendants à collaborer pour mettre en commun leur réseau, leurs compétences, leur méthodologie de travail, pour se positionner sur des projets avec plus d'envergure, plus d'ambition, un peu des projets un peu à la McKinsey. Ok. Et c'est dans ce contexte que se sont formés énormément de collectifs, de studios, de squads. On a entendu parler aussi de guildes, de communautés de freelance, de réseaux d'indépendants. Aux US, on entendait plutôt parler de Flash Teams, de Liquid Teams, de Elastic Teams, Virtual Teams, quasiment Ok. autant de noms de terminologie que de réalités sous-jacentes, mais avec un dénominateur commun, c'est que plus que jamais, les indépendants souhaitent collaborer. Et en fait, on a très vite été conquis par cette thèse du collectif qui permet d'un côté aux indépendants d'avoir un peu le meilleur du monde de l'agence et du freelance, la force de frappe d'une agence, le niveau de professionnalisation d'une agence couplé à la liberté du freelance. On choisit ses missions, on choisit ses coéquipiers, on choisit ses sujets. Et puis, c'est une forme qui est corrélativement très séduisante, très attractive pour les entreprises, qui arrivent à trouver une forme qui est potentiellement plus compétitive que l'agence parce que dépourvue de frais de structure, très experte dans sa combinaison parce qu'elle va justement Mm. adresser des savoir-faire très spécifiques au profit de petites équipes multispécialistes, des formes qui sont aussi flexibles, transparentes et puis humaines, parce que les membres se choisissent entre eux et choisissent leur mission, quand le salarié en agence a plutôt tendance à les subir. Et on s'est dit, bah, bingo, cette forme qu'est le collectif, si on l'outille bien, qu'on la professionnalise bien, qu'on l'organise bien à l'échelle, bah, ça va devenir l'entreprise de service de demain. Et c'est précisément là qu'est notre mission chez Collective. On crée la première infrastructure logicielle qui permet à n'importe quel indépendant de n'importe quel corps de métier, dans n'importe quelle géographie, de former ou de rejoindre un ou plusieurs collectifs, de l'opérer de manière professionnelle, un peu comme une micro-agence, donc avec un devis commun, une facture commune, un paiement commun, sa répartition entre les membres à travers un petit wallet, une Mm. offre, un contrat commun, etc. Et on a adossé à ce logiciel, ce SaaS du collectif, une plateforme qui permet aujourd'hui à peu près 1000 collectifs, soit 5000 indépendants, de recevoir des opportunités de mission et qui permet en miroir à peu près 2000 entreprises en 2 ans d'externaliser un ou plusieurs projets. Et notre vision, si je devais terminer là-dessus, c'est de créer une forme d'entreprise as a service, d'entreprise partagée pour des centaines de milliers, des millions de collectifs qui se créent nativement sur la plateforme pour devenir la plus grande infrastructure de service au monde, mais avec une offre qui n'émane pas de salariés comme chez Capgemini, Accenture ou d'autres entreprises, ni de freelance comme sur Upwork ou Malte, mais de collectifs de freelance qui sont selon nous le meilleur des deux mondes. Lourd, hyper intéressant, hyper complet. Pour ceux qui veulent, le podcast est fini. Non, je déconne. Non, super intéressant sur ça. Tu dis, vous avez déjà en fait des chiffres qui sont quand même assez énormes en fait parce que bon, le freelancing c'est connu en fait depuis longtemps. Tu parlais un peu des États-Unis. Du coup, le principe du collectif. Je t'avoue qu'en fait, avant de vous connaître, moi, je connaissais pas le principe du collectif. Pour des freelances, je savais qu'en fait, de temps en temps, il y avait des B2B de freelance, tu vois, sur des projets, mais ça n'allait pas en fait plus loin que ça. Du coup, aux États-Unis, il y avait déjà en fait ça qui commençait à émerger ou qui existe Alors, peut-être même. ouais, le terme aux États-Unis, c'est davantage la notion de team. Et on entend beaucoup Liquid Team, Flash Teams ou Elastic Team. Mais en réalité, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de freelances qui travaillaient déjà en mode collectif, mais de manière souvent non consciente et non structurée. Genre, je suis freelance, j'ai l'habitude de pinguer un ou deux autres freelances pour faire des missions à plusieurs. Et en fait, on fait du collectif, mais de manière un peu impropre. On envoie 3 factures, 3 devis, Ouais, 3 contrats de prestations aux clients. Et puis, c'est assez complexe. Ou bien encore pire, bah moi, je vais facturer toute la presta et puis les gens vont me refacturer. Et du coup, ouais, il y a des sujets d'imposition, de ouais. TVA, etc.
Et nous, on est venu nettoyer un peu tout ça et gommer un peu toutes les frictions qu'il peut y avoir dans la collaboration entre un client et 4, 5, 6, parfois 10, 15 indépendants qui souhaitent collaborer. Ok. Alors, effectivement, alors du coup, je ne sais pas si dans l'audience, en fait, tout le monde est forcément au fait de ce qui se passe en fait en tant que freelance. Donc, autant l'expliquer en fait rapidement, en tout cas pour ceux qui sont débutants en tant que freelance. Si à la base, on ne veut pas passer par des outils comme ce que vous faites en fait chez Collective. Globalement, si on va travailler à plusieurs en fait sur un sujet, et vous avez une boîte qui vient vous voir et que vous êtes 3 dessus, en fait, en règle générale, il y a un freelance qui prend toute la presta, les autres vont refacturer, mais le problème c'est que ce que tu disais effectivement sur l'imposition, la première personne, imaginons que je sais pas, ils aient facturé 10 000 euros et chacun se partage en fait, on va dire 4 000, 3 000, 3 000. Et ben la réalité c'est qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que la première personne va être imposée en fait sur les 10 000 euros et non pas sur ce qu'elle aura effectivement gagné, qui sera de 4 000 euros. Et ça posait des gros problèmes parce que sinon, après, ce qui se passe, c'est que finalement, on fait de l'apport d'affaires ou en fait, sinon, eh ben, on en vient à la problématique que tu disais, qui était celle d'envoyer finalement plusieurs factures pour éviter cette fameuse double imposition finalement derrière qui n'avait pas de sens et qui du coup posait problème finalement aux freelances et aux entreprises, qui rendaient les choses pas tellement simples parce que parfois il faut se faire référencer, donc faire référencer plus de monde, ça devient super compliqué. Et donc là finalement le pain point, la problématique que vous venez adresser, c'est de dire ok les gars ou les filles d'ailleurs, hein, vous envoyez une seule facture, en fait, c'est Collective qui reçoit tout et ensuite qui dispatche tout ça derrière. Et du coup, il n'y a plus ces problèmes-là en fait, qu'on a de ce point de vue-là. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, mais globalement, ça revient à ça. Exactement ça. Ok. Pas bien expliqué. Bon, alors du coup, effectivement, je disais en introduction en fait quelque chose qui me paraît en fait être un vrai sujet, et je pense sur celui sur lequel tu dois être le plus challengé, parce que bon, Collective existe depuis déjà combien de temps ça fait combien de temps que vous existez? 2 ans et 2 mois. 2 ans et 2 mois, ok. Et du coup, effectivement, vous avez eu une grosse croissance. Aujourd'hui, tu dis 5000 freelances, 1000 collectifs. Et j'imagine, tu nous diras tes ambitions, en fait. Mais c'est bien évidemment, j'imagine, de tripler ou de quadrupler, en fait, dans les mois ou dans les années à venir. Mais moi, la vraie question que j'avais, c'est est-ce que, du coup, tu penses que le modèle d'agence est mort, ou finalement, il va y avoir des prestations plutôt pour des collectifs, des prestations plutôt pour des agences, encore des prestations pour des freelances, bien sûr, aussi. Comment tu vois les choses, en fait, de ton côté? Est-ce que Collective est là pour finalement défoncer tous les modèles qui existent en disant aujourd'hui, le collectif, c'est le meilleur modèle, c'est celui qu'il faut choisir absolument, ou en fait, il va y avoir des typologies de projets adaptés? Non, alors la réalité, c'est que le modèle du collectif qui est en train de prendre un véritable ampleur, et ça, enfin, c'est factuel, si tu veux, il pousse le modèle agence à se réinventer, à travailler sur des valeurs davantage de transparence, de flexibilité, à travailler un petit peu autrement. Cela étant dit, je pense qu'il y aura il y aura du business demain pour des milliers, des centaines de milliers de collectifs, mais aussi des agences et aussi des freelances en direct. Quand on parle du marché de la prestation de services, rien que sur le secteur de la tech en France, on parle d'un marché de 60 milliards, ce qui est absolument considérable. Et aujourd'hui, ce marché, il est trusté à 95% par des ESN, donc des entreprises de services numériques qui recouvrent des petites agences, mais aussi de grosses SS2I, et à 5% seulement par des freelances en direct ou via des plateformes comme Malte, Comet, Crème de la Crème, etc., ou bien des freelances en équipe. Toujours étant que c'est un marché qui est tellement grand qu'il y aura toujours de la place pour un grand nombre d'acteurs. Ce qui est certain, c'est que le modèle du collectif va gagner en traction, en attractivité, mais que pour des prestations sur des entreprises très structurées avec des besoins à l'échelle, des modèles plus structurés comme le modèle de l'agence auront toujours voix au chapitre. D'accord. Donc en fait, là, l'idée, c'est d'apporter en fait une nouvelle proposition de valeur à un marché finalement qui socialement déjà existait, mais n'était pas du tout structuré, en fait. C'est ça que tu es en train de proposer, en fait, finalement. Exactement, tout à fait, tout à fait.
Donc nous, on permet à des freelances qui travaillent en mode collectif de manière un peu non consciente et non structurée de se structurer, de s'organiser et de se professionnaliser avec une approche SaaS et marketplace. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a de plus en plus d'agences qui apprennent à travailler avec des freelances en sous-traitance. Mmh, Aujourd'hui, on bien estime sûr. que sur le segment agence web, il y a 80% environ de la supply qui est freelance et qui n'est plus en CDI. Et du coup, les agences qui historiquement salariaient les consultants et les plaçaient dans les entreprises vont de plus en plus devoir apprendre à travailler avec des gens qui sont indépendants, qui ne sont pas captifs de l'entreprise, mais qui peuvent avoir d'autres projets par ailleurs. Et ça, c'est une révolution qui a l'œuvre. Alors, je ne sais pas si tu as, si vu ça comme ça ou non. Je ne suis pas sûr que le parallèle est forcément bon, mais c'est vrai que je me dis, bah, d'abord, tu es freelance. Ensuite, tu rencontres d'autres freelances avec qui tu pourrais monter sur des projets. Et là, ça vaut le coup d'être un collectif. Et ensuite, la question, c'est de savoir est-ce qu'on reste un collectif ou justement, ensuite, on devient une agence parce que c'est un moyen, effectivement, de rencontrer les gens, de se tester. En fait, parfois, bon, au moins, il y a ce côté un peu moins engageant, j'imagine. Alors, tu peux peut-être nous dire, mais on reviendra par la suite parce que j'aimerais bien discuter effectivement de comment est-ce qu'on crée un collectif, comment ça marche. Mais effectivement, est-ce que euh, ça peut être aussi une étape finalement collective pour aller vers un milieu plus peut-être SS2I comme tu disais, quoi. Complètement. Et tout dépend un peu de ton ambition. En fait, si tu veux vendre, si tu as de l'appétence pour la vente, le modèle agence va être intéressant parce que tu vas petit à petit commencer à externaliser des prestations à des gens qui font. Si tu veux continuer à faire, à être dans le contenu, ouais, à contribuer à des projets de manière opérationnelle, le modèle de l'agence, il va être compliqué parce que à mesure que tu te structures et que tu te structures sur un modèle agence, bah, ton métier, c'est de vendre, c'est de remplir le pipe et d'aller chercher des contrats. Ok, d'accord. Hyper bon conseil d'ailleurs pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent sur la manière finalement de concevoir le type de métier. Est-ce que vous voulez être un peu plus dans l'opérationnel ou vous voulez faire plus de ventes aussi? C'est un vrai sujet pour savoir finalement quoi choisir. Bah alors, peut-être qu'on parle de ça aussi avant, puisque ça, je sais que ça intéresse pas mal d'auditeurs et d'auditrices. C'est quoi en fait la genèse de Collective? Donc, tu nous as dit, tu avais fait un peu une étude de marché, tu as vu ça. Tu es cofondateur, donc du coup, tu dois avoir aussi d'autres personnes en fait qui bossent avec toi, qui sont associées avec toi. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus? Oui, complètement. En fait, au tout début, donc moi, j'avais un pote de prépa qui est Vianney, qui est mon associé aujourd'hui, avec lequel on souhaitait entreprendre. Et notre toute première idée, c'était de créer un outil pour les entreprises permettant de travailler avec des freelances, des agences, des équipes de freelance de manière très efficace. Euh, et, euh, et en fait, on s'est confronté donc au marché, on a parlé à des clients et on s'est aperçu que il y avait eu une espèce d'explosion du savoir-faire, enfin des compétences que mobilise une entreprise et que les entreprises de plus en plus faisaient appel à des experts très ponctuels sur des sujets de cybersécurité, de développement de nos codes, etc., etc., et que ça devenait un peu plus complexe à gérer. Qu'historiquement, bah, on faisait appel à des grosses entreprises, des cabinets, et qu'aujourd'hui, bah, il s'agissait de mobiliser un expert très ponctuel sur une mission, puis un autre, etc., et que ça devenait complexe. Et du coup, on a imaginé une première interface permettant à des entreprises de gérer leurs talents externes en mode équipe, un peu à la sauce collective. Et assez vite, on s'est aperçu que côté freelance, il y avait une espèce de tendance au regroupement, ou du moins il y avait une volonté de collaborer, de se regrouper. Et c'est en interrogeant des indépendants qu'on s'est rendu compte qu'il y avait cette tendance à la collaboration, à l'échange de savoir-faire, à l'entraide, et que cette forme-là, qu'on a choisi d'appeler collectif, avait beaucoup de sens à la fois pour les indépendants et pour les clients. Du coup, on a attaqué plutôt la partie freelance. Et en fait, aujourd'hui, de plus en plus, on est en train de proposer aux entreprises qui travaillent avec nos collectifs des outils de manière à pouvoir mieux organiser leurs projets, mieux faire appel au collectif et mieux organiser leur talent externe de manière générale.
Quand tu parles d'outils, c'est du coup, j'imagine, un SaaS, mais c'est sur la manière dont chacun va pouvoir collaborer en fait sur qui a fait quoi. Enfin, c'est une sorte de Trello partagé. L'idée, en fait, c'est d'internaliser finalement tous les outils de gestion du collectif, en fait, de l'administratif jusqu'à la gestion de projet, la facturation, en fait, c'est ça? Ouais, en fait, on a fait tous ces premiers outils en no-code. Et la thèse de départ, c'était de se centrer sur le plus gros, ouais, la plus grosse difficulté à opérer un collectif, et c'est toute la partie administrative. Donc la Ok. facture commune, la gestion du paiement et la partie contractuelle. Ok. Et en fait, ce que fait notre produit aujourd'hui, qui est maintenant un produit complètement développé en code, c'est je suis un freelance, je peux convier d'autres freelances de mon réseau à rejoindre mon collectif, lui créer un portefeuille, une page vitrine de collectif. Et puis ensuite, on peut recevoir des opportunités de la part de collectifs, ou bien importer nos propres opportunités, faire un devis commun, générer une facture commune en fonction des contributions de chacun. Donc, je sais pas, un tel freelance a billé tant de jours ou d'heures, tel freelance a fait tant de livrables, etc. Et ben, on va pouvoir donner lieu à une facture commune, recevoir un paiement et se le répartir entre les membres. Donc ça, c'est toute la partie facturation-paiement. Et puis, il y a un module qui permet au collectif d'émettre un contrat commun pour son client. Ok. Et alors, du coup, je vais rebondir sur ce que tu as dit, sur ce que tu dit juste avant. On a commencé en no-code, on a fait ça en code. Tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Parce que c'est vrai que là, cette question technique elle intéresse tout particulièrement en fait, les personnes qui nous regardent. Vous avez commencé du coup en no-code. Avec quels outils? Pourquoi? C'était quoi la réflexion en fait sur le sujet? Comment est-ce que vous avez fait? En fait, avant de lancer des chantiers outils, si tu veux, on a validé qu'il y avait un intérêt pour les freelances à travailler sous cette forme-là. Et ensuite, on est allé voir des entreprises, des startups, des scale-up, des PME de notre réseau. Et on a présenté un peu cette troisième voie qui est le collectif, qui est une alternative à l'agence traditionnelle et au freelancing traditionnel. En fait, on a eu une très très forte marque d'intérêt des indépendants. Ils ont dit, ah ben, je trouve ça génial. Effectivement, j'avais pas forcément envie de créer une société, de m'associer avec des gens, mais en revanche, l'opportunité de travailler avec d'autres freelances sur des projets plus larges, j'achète complètement. Et du coup, on a créé une espèce de base de données de freelance où on proposait aux freelances de renseigner leur équipe, d'inviter d'autres freelances à rejoindre une équipe qui était simplement une petite équipe virtuelle. Et derrière, on faisait des petites pages sur Webflow pour présenter Les le équipes? collectif, l'équipe, avec son offre de service, d'éventuelles expériences que l'équipe avait déjà en commun. Et ensuite, on est allé montrer quelque part ces pages à des clients. Et là-dessus, on a eu une très forte appétence d'entreprise. Ils nous ont dit, ah, mais c'est génial votre truc. Je cherchais effectivement quelqu'un pour m'aider là-dessus. Et en fait, pas forcément une agence, ni forcément un freelance généraliste, mais en revanche, l'opportunité d'avoir une petite équipe pluridisciplinaire Ok. m'intéresse beaucoup. Et ensuite, ça a été l'œuf et la poule. C'est-à-dire que plus on a eu de freelance qui invitaient eux-mêmes d'autres freelances, plus on a marqué de sécuriser d'intérêt de la part d'entreprises. Et puis très vite, on a eu des effets des effets de réseau. Et on a commencé à nouer des collaborations entre des entreprises et ces équipes de freelance. Et puis Quand tu ensuite, parles, excuse-moi, quand tu parles d'entreprise, tu parles en fait vraiment, ça peut être PME, moyennes entreprises et grands comptes, ou ça peut être aussi des agences finalement qui sont intéressées par peut-être à un moment donné pouvoir proposer en fait tel collectif pour répondre à une problématique client particulière qu'ils n'ont pas forcément en interne. non, alors à la marge, on a aidé quelques agences à répondre à des besoins clients, mais ça a été assez anecdotique. La plupart des entreprises avec lesquelles nos collectifs ont travaillé sont des PME, des startups, des Ok, scale-up, donc des Sorar, des Flink, des Cajoo, des Spendesk, ok, des tas de petites startups. On a la fondatrice du mouvement Les Gilets jaunes, on a une boîte qui fait des gilets pare-balles, des grossistes alimentaires. On a ok.
BetClick, des Pimki, CNRS, ENS Ulm, des universités, une école en Angleterre. Donc, on a vraiment toutes sortes d'entreprises sur des sujets évidemment de code, de no-code, de tech, product design, mais aussi des sujets de marketing, des collectifs de communication, d'audiovisuel, avec des designers 3D, des motion designers, des vidéastes, des photographes, des maquilleurs. On a eu des collectifs de consultants en strat, des collectifs d'avocats, des collectifs d'architectes, designers intérieurs, paysagistes. Donc vraiment, la C'est très tendance, large. elle est assez globale. Et notre rôle, c'est d'être le bon chef d'orchestre, de bien organiser ça, de bien le structurer, quoi. Et pour rebondir, donc vous avez commencé en fait sur les outils no-code. Tu me disais vous êtes passé au code. Alors déjà sur les outils no-code, c'était quoi votre stack en fait dès le départ? Ouais, assez simplement, on avait un Airtable pour recevoir les intentions de freelance, enfin qui était connecté à un questionnaire sur notre site, un Typeform. On Ok. recevait les intentions de freelance qui invitaient d'autres gens via un autre Typeform. Donc tout ça nous permettait d'avoir un bac en Airtable. Ensuite, on avait les pages vitrines Webflow. On utilisait un outil qui s'appelle Stacker pour faire un Ouais. peu le back-office, Ouais. qui est aujourd'hui un back-office qu'on utilise, enfin qu'on a développé en propre. Puis après, on a eu pas mal de petits outils. On a eu typiquement un Tally pour gérer tout ce qui est questionnaire de satisfaction côté Ok. client. Voilà. Et puis Make, évidemment, pour faire toutes les intégrations, toutes les connexions. Ok. Et alors, il vous reste quelques briques d'outils no-code en fait aujourd'hui, puisque tu dis vous êtes passé au code. Pourquoi être passé déjà sur des outils, des outils enfin, développés en fait finalement en propre? Bah, alors, on a développé en propre le SaaS, donc le software qui permet à des freelances de faire la facture, faire l'admin, faire le devis, le contrat, etc. Parce que c'est quand même un outil qui a pas mal de complexité, qui doit supporter beaucoup de charges et qui du coup méritait d'être propriétaire pour nous. Ok. Néanmoins, on a gardé énormément d'outils no-code. Un, pour explorer les nouvelles fonctionnalités du produit. Donc là, par exemple, on est en train d'explorer des fonctionnalités côté client, mais c'est toujours quelque chose qu'on fait avec du no-code. Et D'accord. deux, pour tout ce qui n'est pas le corps produit, mais qui peut être, je sais pas, la gestion du site carrière, les automatisations entre le marketing, les sales, le produit, etc., etc. Mais toutes les équipes aujourd'hui chez Collective, donc on est à peu près une trentaine de collaborateurs, toutes les équipes ont un usage au moins significatif du no-code. Ok, génial. Donc tout le monde sait se servir un petit peu de ces outils au quotidien en fait finalement. Exactement, et on se tourne souvent vers l'équipe Ops ou l'équipe Tech qui ont appris à s'en servir peut-être un peu plus que les autres, mais tout le monde a une connaissance non nulle des outils no-code aujourd'hui dans l'entreprise. Ouais, génial. Et alors, juste pour terminer dessus, sur la partie SaaS, parce que c'est quand même une vraie question aujourd'hui pour monter en fait une entreprise comme la vôtre. La réalité, alors moi, j'ai pas vu le produit effectivement en détail, mais du coup, pour vous, l'idée, c'était vraiment de se dire, je suis propriétaire en fait finalement de mon SaaS en le développant en fait de A à Z, quel que soit le temps finalement que ça mette à développer. Plutôt que de chercher en fait un outil sur le marché. Alors évidemment pas un truc sur étagère, mais on aurait pu avoir, je pense, du WeWeb avec du Xano, peut-être du Bubble, peut-être d'autres types d'outils comme ça qui auraient potentiellement pu convenir. C'était un choix, et là pour le coup, hein, c'est une question un peu, enfin je sais pas si c'est naïf, mais c'est plutôt assez global. C'était vraiment un choix de votre part de vous dire en fait, on a un actif qui n'est pas seulement notre communauté, mais qui est également notre propriété logicielle dessus. Et pour pouvoir le faire évoluer, aujourd'hui, les outils no-code ne sont soit pas mûrs, soit ne rentrent pas finalement dans la case qui nous permettrait d'avoir un actif sûr pour la suite. Ouais, c'est tout à fait la réflexion, hein. C'est que aujourd'hui chez Collective, on construit deux choses. On construit un logiciel qui est un logiciel pour les indépendants qui souhaitent collaborer. Et on construit effectivement une communauté d'indépendants et de clients. Et comme on met un effort hyper important, tu vois, à développer ce logiciel, on trouvait important d'être propriétaire de la techno et du code.
Ok. C'est une question qui se pose pour beaucoup de nos clients aujourd'hui. On ne recommande pas toujours ce choix-là, mais nous, on était dans un contexte où on a levé des fonds de manière significative avec des investisseurs qui investissent aussi dans la techno Ok. collective. Et donc, c'était important. Et sachant qu'on n'avait pas beaucoup de dettes techniques, c'était important pour nous de partir sur cette base-là. Ok, trop bien. Je pense que ça dépend vraiment du type de projet, mais j'aime bien toujours avoir ce genre de conversation parce que les choses étaient probablement plus simples il y a 5 ans en se disant non, les outils no-code c'est marrant pour jouer ou peut-être pour un petit MVP. Mais Ouais, aujourd'hui, en tout cas de mon point de vue, de ce que je vois, aujourd'hui il y a beaucoup de technologies no-code qui sont mûres, qui permettent d'avoir parfois de l'export de code ou qui permettent de mixer effectivement du code et des outils no-code. Et du coup, c'est un peu la question pour laquelle je me pose dessus. Et toi, tu dis aussi que finalement, il y a eu un choix aussi dans la levée de fonds qui est celle en fait des investisseurs qui se sont dit nous on investit dans cet actif là et on veut pas que ça soit finalement un outil no code en fait qui pourrait ne pas fonctionner en fait dessus ouais, donc exactement. très clair. Je voudrais revenir rebondir en fait sur ce que tu as dit sur la partie en fait communauté parce que c'est quand même un méga sujet parce que bah, finalement, alors je ne sais pas si on pourrait décrire ça comme ça, mais vous avez un petit côté marketplace, enfin voire complètement marketplace, je ne sais pas en fait finalement sur. Complètement marketplace, parce qu'aujourd'hui, on a la moitié du flux environ qui vient du SaaS. Donc, je suis un freelance, j'importe mon business dans Collective pour bénéficier de l'outillage D'accord. de vie commun, facture commune, paiement, contrat. Donc, on a une partie qui est SaaS-enabled marketplace. Donc, une marketplace qui est rendue possible par le SaaS qu'on développe, qui est un peu l'infrastructure, l'orchestrateur. Et ensuite, on a une partie qui est complètement SaaS, où le freelance importe son business. Et en fait, nous, on n'a pas de rôle de mise en relation, de matchmaking. D'accord. Ok, ok. Ok, très clair. Et du coup, au niveau de la communauté, parce que bon, j'imagine que vous avez commencé par le monde de la tech, la communauté tech, les freelances. Bon, il suffit d'aller sur LinkedIn pour voir en fait que tout le monde nous saute dessus en fait dès que il y a quelqu'un qui met le bon wording en fait sur son LinkedIn ou autre pour aller justement chercher du monde. Donc aujourd'hui, convaincre un freelance de venir chez soi, etc., c'est pas toujours quelque chose de simple. Comment quand on démarre, on fédère une communauté en fait de freelance. Vous avez démarré comment? Ben, en fait, assez vite, la capacité de proposer non pas des freelances seuls, mais des équipes, nous a permis de mettre la main sur des projets bout à bout, des projets complets qui intéressaient très vite beaucoup les indépendants. Et on ne proposait pas comme mission, ah ben, je recherche un designer pour faire un logo ou des éléments de charte graphique, mais c'était plutôt des entreprises qui proposait à un de nos collectifs de faire un site complet de A à Z avec le back-office, les logos, la partie tech, la partie UX, Ok, etc. Et donc très rapidement, l'accès à des projets end-to-end ambitieux, du coup avec des bons budgets aussi, nous a permis d'attirer rapidement beaucoup d'indépendants. d'accord. Donc en fait, toi, tu as eu un rôle vraiment de sales, d'aller voir les entreprises, leur dire quels sont vos projets, je vais vous trouver les bonnes équipes pour faire ça. Et ensuite, tu as fédéré au début, en fait, finalement, ces équipes, une par une, pour créer des collectifs dessus, en fait. Exactement, exactement. En fait, il y avait ce côté, l'accès à des projets permettait d'attirer rapidement des indépendants. Et puis, il y avait la promesse aussi d'un produit SaaS en construction qui permettait à des indépendants qui avaient déjà éventuellement des missions par ailleurs de pouvoir travailler très simplement sur leur mission. Donc, il y avait un Ok. peu cette double promesse et c'est un peu de cette manière-là qu'on a attiré en très peu de temps ouais, une cinquantaine de freelances qui étaient désireux de travailler en équipe et du coup, assez vite, qu'on formait eux-mêmes une cinquantaine d'équipes. Et du coup, oui, en quelques mois, on avait pas loin de 500 indépendants sur la plateforme. Finalement, c'est un business qui marche pas mal, en fait, sur le côté bouche à oreille. Bah, il y a beaucoup de Euh, viralité parce que un indépendant qui vient chez nous, bah, il ramène 3, 4, 5 indépendants parce qu'il va les inviter dans son collectif. Ce qui est ouais. assez amusant, c'est que dans le produit, on peut être dans plusieurs collectifs.
Donc, je peux former autant de collectifs que je le souhaite. J'ai en tête un indépendant qui a dû ramener 20 indépendants parce qu'il a créé un premier collectif orienté outbound. Ensuite, il a créé un autre collectif orienté inbound. Ensuite, il a créé un autre collectif qui était plutôt orienté product, no code, puis là, etc., D'accord. etc. Ok, donc en fait, du coup, on peut créer, moi, si j'ai envie, je peux créer en fait 3 collectifs différents en fonction des verticales en fait que je vais pouvoir, que je vais avoir envie d'adresser au final. Exactement, j'ai moi-même créé en marge de collective 2 collectifs, un collectif d'anciens consultants en strat pour continuer Énorme. à m'éduquer sur le métier que je faisais avant chez McKinsey, avec d'anciens consultants McKinsey, Bain, BCG, etc. Et du coup, là, on peut faire des études strat pour des boîtes. Et puis, j'ai créé aussi un collectif que j'ai appelé Ventures Collective, qui est un collectif plutôt autour de la levée de fonds. Donc, avec typiquement quelques designers, quelques avocats, quelques entrepreneurs et analystes financiers pour aider des boîtes à lever les fonds dans les meilleures conditions. Ok, énorme parce que là, en fait, ce que tu es en train de me dire, je reprends notamment ton premier cas en fait où tu as pris en fait des amis qui ont fait qui sont dans les Big Four en fait ou qui ont fait les Big Four en termes de cabinet de conseil et derrière en fait un collectif peut avoir également une marque en fait derrière. Ça, c'est un vrai sujet qui m'intéresse. C'est que, en fait, globalement, j'imagine que sur les sujets que tu vas avoir à traiter sur de la strat, en règle générale, tu te dis, bon, je vais plutôt prendre du BCG, je vais plutôt prendre du McKinsey. Les marques, elles sont claires. Certes, peut-être ça coûte cher, mais globalement, on sait que derrière, ça envoie. Finalement, est-ce que l'objectif ensuite d'un collectif, ça va être de créer sa propre marque pour pouvoir finalement rentrer en compétition avec des marques déjà existantes en fait? Potentiellement, et où, en fait, c'est même l'objectif de collective, c'est d'être la marque de confiance, tu vois, la crédibilité qui permet à des freelances qui s'agrègent en petite équipe de concurrencer une entreprise de service traditionnelle. Et en fait, pour reprendre l'exemple de ce petit collectif de consultants, d'anciens consultants strat, en fait, en quelques mois, on a mis la main sur des projets assez intéressants. Là, actuellement, il y a 2 membres du collectif qui font le plan stratégique d'une entreprise dans le textile qui fait un demi-milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc, Ok, c'est quand même pas anodin. C'est une étude qui aurait pu être confiée à un gros cabinet il y a quelques années. ok. Et alors, du coup, pour comprendre, parce que, alors, toi, est-ce que c'est parce que tu es bien connecté que finalement tu arrives à trouver tes demandes ou finalement il y a une autre technique. Moi, c'est quelque chose en fait qui m'est souvent posé par les gens en fait qui démarrent notamment en freelance. C'est est-ce que je devrais plutôt commencer de me mettre sur une plateforme un peu classique déjà connue type Malte, Upwork ou autre, ou en fait si je démarre en tant que freelance et j'ai déjà une compétence sur un sujet, je peux inviter 3-4 personnes et démarrer un collectif dessus. Parce que, est-ce que vous mettez en place une notation? J'imagine, tu dois regarder les collectifs qui arrivent dessus, parce que si tu as des gens qui sont un peu moyens, du coup, tu te retrouves avec des NPS derrière qui sont pas top, enfin, des notes de collectif. Il y a un framework un peu pour rentrer dedans ou pas? Alors, effectivement, on a plein d'éléments pour s'assurer que les collectifs ont le niveau attendu par le client, qui constitue une offre de service qui est cohérente, etc. On a toute une démarche d'onboarding. Il y a une équipe chez nous qui est dédiée à ça pour s'assurer que le collectif fait quelque chose qui est suffisamment consistant et cohérent. On demande aussi beaucoup de feedback en permanence de la part des entreprises qui nous sollicitent, à la fin des missions, à la fin des appels d'offres, etc. Donc, on a tout un lot de données en permanence qu'on récolte sur le terrain qui nous permettent d'être de plus en plus malins, de plus en plus fins, de plus en plus pertinents dans la réponse qu'on adresse aux clients. Mais du coup, c'est vraiment scalable en fait, ça, parce que si à chaque fois, plus vous allez avoir de collectifs, plus il va te falloir de personnes pour pouvoir gérer ce genre de truc en fait. Pour le moment, oui. Enfin, la preuve, c'est qu'on est passé de 50 clients à 2000 en un an et on a un plan pour faire beaucoup plus. Donc, nous, il y a
Il y a plein de choses qui sont automatisées. Les clients déposent Ok. des projets, les collectifs s'en emparent, la contractualisation se fait dans le produit. On n'a pas trop de sujets de ce point de vue-là. Ok. Et alors, du coup, si on rentre un petit peu plus en fait dans la création du collectif et dans ce que vous proposez, déjà, donc tout commence en fait avec un premier projet. Donc, soit moi, finalement, en tant que freelance, j'apporte le projet, soit sinon, c'est Collective qui fournit, enfin, qui propose un projet en fait. Oh, là, jusque-là, j'ai bon. Oui, exactement. Ok. Et alors, du coup, toi, finalement, tu as une équipe de sales en fait qui vont chercher des projets tout le temps et le but c'est d'en mettre un maximum sur la plateforme. J'imagine il y a toutes des actions marketing aussi pour faire en sorte que Collectif devienne de plus en plus connu. Il y a aussi comment dire, des prestations qui arrivent. Non, pas du tout. Si. Si, en fait, on a une grande majorité du business qui vient à nous. Donc, c'est des entreprises qui se disent, ah, bah, je cherche de l'aide pour faire ci ou ça. Et en fait, j'ai pas envie de forcément payer trop cher les compétences d'une agence où il y a beaucoup de frais de structure, il y a Ok. beaucoup de coûts indirects, etc. J'ai pas forcément envie de m'embêter à trouver 4, 5, 6 freelances qui en plus peut-être se connaissent pas. Et du coup, bah, je vais poser mon projet sur Collective. Le projet, il va être derrière distribué aux collectifs qui vont bien, qui ont les bonnes compétences, qui sont sur les bonnes technos, qui ont les bonnes dispos, qui ont les bonnes références, etc. Et puis le client, en 48 heures, il reçoit une petite shortlist des collectifs intéressés et disponibles pour la mission. Et puis Ok. il peut lancer derrière très rapidement. Et ça, on l'a fait, mais des milliers de fois, sur des sujets à la fois tech, produit, design, communication, marketing, quoi. D'accord. Donc en fait, il y a des collectifs qui sont en concurrence sur les mêmes sujets business, enfin les mêmes prestations qui sont proposées en fait. Vous Exactement. proposez une shortlist de, je sais pas, de 5 collectifs en fait. Si jamais il y a un outil, une plateforme à faire avec des outils no-code, là tu shortlist en fait 4-5 collectifs intéressés sur le sujet et ensuite ça shoot et c'est le client qui fait pitcher en fait finalement ces agences là quoi. C'est ça? Et c'est soit effectivement une démarche d'appel d'offres où le client dépose un projet chez nous, on le positionne, enfin, on le partage aux collectifs qui vont bien, et puis il y a une petite shortlist et une mise en concurrence. Soit le client va directement regarder les collectifs de notre plateforme et puis Ok. un projet en direct à un collectif. En gardant en tête qu'on a la moitié du flux qui vient des collectifs eux-mêmes, hein. C'est je suis un freelance, je mets mon business dans Collective pour bénéficier de la sécurisation du paiement, du contrat, de la facture, etc., quoi. Alors justement, si on parle un peu de la question effectivement de la facturation, comment ça se passe en fait pour le coup, on peut choisir la personne qui apporte le business prend plus que les autres ou en fait vous avez déjà donné des règles et chacun tout est cut de la même manière. Ça, Est-ce que vous c'est vraiment le collectif qui définit un peu son pricing. Nous, on a créé l'infrastructure qui permet de très simplement dire, bon, ben, ce freelance, il va biller tant de jours à tant d'euros, ce freelance, il va biller tant d'heures à tant d'euros ou de livres sterling, cet autre freelance, il va biller tant de jours ou tant de workshops ou tant d'articles à tant d'euros. Et en fait, derrière, nous, notre outil, notre produit, il va concaténer tout ça dans un devis, dans une facture, Ok, un contrat, etc. ok, d'accord. Et ok, c'est clair. J'avais une vraie question qui était un peu une question autour de la culture. En fait, en préparant ce podcast, je me suis un peu posé cette question suivante. Les collectifs, j'imagine que tu en as toute taille en fait déjà sur. Tu as peut-être des collectifs. Un collectif, ça doit commencer à deux, j'imagine. Oui, exactement. Mais peut-être, je sais pas, ça va jusqu'à. Ouais, au-delà de 10, ça me paraît probablement beaucoup. Mais déjà, entre 2 et 10, il y a quand même déjà beaucoup de. Ça fait beaucoup de personnes. Euh, alors j'imagine qu'effectivement, plus tu peux prendre des gros projets. Mais en même temps, je suis en train de me demander, tu vois, c'est vraiment ce parallèle que je faisais avec l'agence. J'ai l'impression que tout ça, après, ces collectifs se professionnalisent un peu plus. Alors, je ne sais pas si le terme professionnalisé est OK, mais en tout cas, il y a une division des tâches
qui est, bah tiens, en fait, dans ce collectif-là, on s'entend tous bien. Moi, je vais faire le sales. Toi, tu vas faire, en fait, effectivement, tout ce qui va être le front pour un site. Toi, tu vas gérer les automatisations. Toi, tu vas faire le graphisme, etc. Et est-ce que justement, en fait, ça devient en fait une répartition des tâches qui ressemble à ça ou pas du tout? Si, il y a un petit peu de diviser pour mieux régner dans le collectif. C'est aussi un peu la proposition de valeur d'une équipe qui est pluridisciplinaire où les gens sont chacun experts d'un sujet. Quand un collectif souhaite prendre plus de business, ce qui peut se passer, c'est que non, pardon, quand un freelance veut faire plus de projets ou etc., ce qui peut arriver et c'est assez fréquent, c'est que le freelance crée plusieurs collectifs. Et, et je vais avoir un collectif dans lequel les freelances vont faire exclusivement des sujets, je ne sais pas, SEO, SIA. Genre un autre collectif vont être plutôt sur des sujets purement web et design. Et donc, on a une démarche d'hyper-spécialisation en créant par le fait de créer plusieurs collectifs. Mais évidemment, l'essence d'un collectif, c'est souvent d'être pluridisciplinaire, d'être multifonctionnel. Et c'est en ce sens que les membres des collectifs se répartissent les tâches et les rôles. Mais du coup, on n'a que des personnes qui sont finalement dans l'opérationnel. Ce que je voulais dire, en fait, et peut-être que je ne me suis pas bien exprimé, est-ce qu'il y a des personnes qui finissent pas par finalement être le sales de tel collectif, finalement la personne au marketing de tel collectif? Tu vois, je te parlais qu'un collectif pouvait devenir une marque. Tu vois, on en entend, y en a un qui fait particulièrement parler de lui, tu vois, c'est Bulldozer. Alors, je ne sais pas exactement s'il passe par chez Collectif pour le coup, mais c'est vraiment le sujet qu'ils sont en train en fait d'adresser. J'ai l'impression qu'il y a des personnes, par exemple dans cette équipe, qui sont moins dans l'opérationnel pratique et qui font effectivement plus la communication autour, qui font plus de sales. Si, encore une fois, et ça dépend un peu de l'appétence des gens, hein. Il y a des gens qui préfèrent faire, il y a des gens qui préfèrent vendre ou promouvoir. Et effectivement, on voit des collectifs où on a des collectifs qui ont l'ambition d'aller très très loin et de faire des collectifs qui sont peut-être beaucoup plus larges. Et Bulldozer est un très bon exemple, parce que Bulldozer a justement segmenté son offre à travers plusieurs collectifs. Ok, d'accord. Parce que j'ai vu qu'il était aussi sur votre site, c'est pour ça que je me permets Exactement. d'en parler dessus. Et ok, et pour quel type de projet on peut avoir besoin de collectif? En fait, c'est pour du MVP. On peut aller aussi sur des projets en fait qui sont beaucoup beaucoup plus costauds en fait, et des projets surtout de plus longue durée. Ça, c'est envisageable? Ouais, complètement. Le projet le plus court qu'on ait eu, c'est un projet qui durait 1 heure. Euh, et le projet le plus long a duré, et je me demande s'il n'est pas encore un peu en cours, il a duré un peu plus d'1 an et demi, et c'est un truc qui chiffre à plus d'1 million d'euros, quoi. D'accord. Donc on est sur une amplitude assez large. C'est quoi une prestation d'une heure? Ça doit être du conseil, j'imagine, non? Ouais, exactement, exactement. Ok. Ok, ça marche. Et du coup, sur la partie, sur la partie business, en fait, tu m'as dit c'était un petit peu double, en fait. Vous avez cette partie un petit peu apport d'affaires et cette partie SaaS. Du coup, vous prenez un cut quand vous amenez des missions. Et Ouais, si jamais vous n'avez pas la mission, le fait d'utiliser le service est payant. et gratuit. Mais le SaaS, Non, il est euh, gratuit. le SaaS est gratuit. Ok, d'accord. Mais du coup, c'est quoi le tricks en fait derrière pour le coup? Bah, en C'est- gros, la marketplace finance le SaaS. Ok, C'est-à-dire que, et puis bon, il y a le fait aussi qu'on ait levé des fonds, mais en fait, ouais, nous, on accepte, tu vois, si tu veux, de sponsoriser le SaaS pour le moment, parce qu'il ok, participe à l'éducation du modèle. Quand un freelance importe son projet dans Collective, son propre projet dans Collective, ben, il participe à l'éducation du modèle, il se revendique auprès de son client comme un collectif, il dit bah, regarde, je travaille autrement, etc., etc. Et donc, nous, on fait le pari que les freelances vont s'accoutumer, si tu veux, au fait de travailler en équipe sur ce modèle-là, et que dans X mois, X années, on s'y retrouvera.
Ok, d'accord. Mais quand vous mettez en place tout le SaaS au niveau de la facturation, etc., en fait, si moi j'apporte un business, vous prenez pas de cut en fait Non, sur ça, d'accord, puisque ça fait partie de l'évangélisation. Ok, d'accord. exactement. Ok, ouf. J'avais une question un peu plus prospective pour continuer. Un collectif, c'est un ensemble d'hommes et de femmes qui créent des actifs en fait au quotidien sur le fait d'être ensemble. Ils créent des méthodologies aussi. Il y a pas mal, par exemple, aujourd'hui, on est obligé de comparer ça à des agences, mais il y a pas mal d'agences qui ont leurs méthodos, qui ont les frameworks, les bons Canva en fait, qui permettent de shipper plus rapidement que d'autres. C'est l'intérêt finalement de se mettre ensemble et de pas avoir à tout redesigner en fait dès le départ. La question, je ne sais pas si vous l'avez déjà évoqué, est-ce que on pourrait revendre un collectif? C'est une réflexion qu'on a. On n'est pas encore enfin, c'est très prospectif comme question, mais pour le moment, non, parce que le collectif n'est pas une société. Le collectif, c'est éventuellement des gens, des relations, etc. Mais il y a pas de, c'est pas adossé à un actif capitalistique. Ok, d'accord. C'est un sujet sur lequel vous réfléchissez ou pour l'instant c'est beaucoup trop prospectif? Alors, on y réfléchit, mais on n'a pas encore proposé de solution ou de plan là-dessus. Mais ça nous occupe un petit peu l'esprit. Ouais, parce que j'imagine quand on voit passer en fait, enfin, vous avez l'air d'être sur une grosse croissance, donc au bout d'un moment, il y en a quand même il y a forcément des collectifs qui vont se démarquer d'autres collectifs, ça c'est normal. Moi, je crois beaucoup que ça va être parce qu'il y en a qui vont créer justement des marques en fait en elles-mêmes, c'est ça qui va faire, je pense, la diff. Et c'est vrai que ces marques-là, finalement, c'est un actif en tant que tel, et donc l'objectif, c'est comment est-ce qu'elle elles peuvent vivre en fait dans le collectif en ayant un actif en fait qui soit sur la durée quoi. Ouais, mais après la réalité c'est que enfin pour vendre une agence, pour vendre bien une agence, il faut pas simplement faire une marque et faire des clients, il faut aller Bien beaucoup sûr. plus loin. Et et nous on a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas l'intention de si tu veux d'avoir une trajectoire capitalistique où pendant 5 10 ans on bouffe du client, on bouffe de la structuration, etc. Et puis on n'est même pas sûr de revendre l'agence. On a Ouais. plutôt des gens qui sont passionnés, qui veulent rester un petit peu dans l'opérationnel, qui veulent aussi rester indépendants. Parce qu'en fait, très vite, quand on se structure en agence, on perd son indépendance, on devient assez vite prisonnier d'une offre de service, d'un nom, on est tributaire d'une marque, etc., d'une comptabilité. Nous, les gens de l'écosystème collectif, la plupart du temps, ils veulent en fait rester indépendants, rester freelance, être dans plusieurs collectifs, mobiliser des gens autour d'eux, mais ils veulent pas forcément s'embêter à se mettre dans une trajectoire d'agence qui intéresse certaines personnes, mais pas forcément les gens avec lesquels on travaille. D'accord, génial. Mais là, je vois vraiment du coup qui ça peut concerner, comment ça marche. C'est très très clair. Petit point, parce que ça m'intéresse, mais ça va intéresser aussi l'audience. Il y a beaucoup de collectifs structurés autour des outils no-code, spécifiquement no-code, tu sais, ou pas? T'as un peu de data pour nous donner? Je dirais entre, ouais, entre 50 et 100, Ok, probablement. d'accord. En France ou aussi à l'étranger? Non, non, en France, sur Ok. collective. Ouais. Et t'as un peu de data sur les types d'outils qui sont maîtrisés ou pas? Tu sais Ouais, ça? on voit beaucoup de collectifs qui sont orientés Bubble, Ok. typiquement. Euh, c'est, je pense, ouais, c'est même très certainement la techno qui se démarque. Ok. Et toi, du coup, au niveau de la marketplace, tu vois beaucoup en fait de demandes sur Bubble de la part des clients spécifiquement. En fait, ils recherchent du Bubble ou É- en fait, c'est surtout ce Énormément, qu'ils connaissent. Ok. énormément. Ce qu'on a aussi, c'est je veux faire un MVP. Je sais pas encore bien si je fais du code ou du no-code. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est de proposer un peu deux typologies de collectifs, d'avoir deux propositions, tu vois, pour que le client puisse Ok. comparer et avoir un peu un ordre de grandeur. Ça, c'est un cas qui est très fréquent. Ok.
D'accord. Je t'ai pas demandé sur un marketplace, alors je sais pas si vous communiquez dessus. L'apport d'affaires, vous avez déterminé, c'est au cas par cas ou vous avez vous communiquez sur le pourcentage? Non, non, c'est 10%. Ok, d'accord, ça marche. Sur une cible un peu plus grand compte, on peut aller un peu au-dessus, plutôt donc à 15%, Ok. parce il y a un accompagnement du compte dans la durée. Ok, d'accord. Oui, c'est des choses qui. Ok, très bien. Écoute, bah, on a déjà fait pas mal le tour. On est quasiment à 1 heure de podcast. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Est-ce que j'avais un peu une dernière question collective dans 2, 3 ans, peut-être même 5 ans, c'est quoi la vision? Alors oui, on a plein d'axes de développement. On aimerait bien aller à l'international, donc faire ce qu'on fait, mais dans d'autres pays, être le leader européen, par exemple, du modèle qui est le collectif de freelance. Évidemment, adresser beaucoup plus d'indépendants, beaucoup plus d'entreprises sur un grand nombre de verticales, donc permettre demain à des collectifs de créateurs, des collectifs d'avocats, des collectifs dans l'univers D'accord. juridique, dans l'univers du conseil, de la finance, des opérations, de travailler à l'échelle sous cette forme-là. C'est un truc qui nous anime. Et évidemment, d'aller beaucoup plus loin sur le volet produit logiciel. Aujourd'hui, on a un premier produit qui permet simplement à un freelance d'orchestrer son équipe ou ses équipes et de l'animer sur le volet facture, devis, offre commune, etc. Demain, est-ce qu'on permettrait pas à un collectif de coopter très simplement d'autres freelances, de répondre en consortium avec un autre collectif, peut-être de se revendre à un collectif, j'en sais rien, c'est des idées Ok. qui me jaillissent de la tête, de gérer aussi les dépenses, de générer par exemple une carte virtuelle, une carte bleue virtuelle pour faire des dépenses sur un projet. Demain, permettre aussi à des entreprises de travailler avec un de nos collectifs ou bien d'assembler un collectif sur base des freelances avec lesquels elles travaillent déjà. On voit des Ok. entreprises, des très grosses entreprises du CAC 40 comme Pernod Ricard, qui ont leur collectif maison, qui est un collectif de 150 personnes dans lequel il y a des créas, des designers, des développeurs, Qui des sont des products. freelances ou des gens qui ont en interne? Non, non, des freelances. Ok, d'accord. Et tout ça mérite d'être aussi mis en musique, d'être organisé. Et donc, la possibilité de permettre à des entreprises à l'échelle de gérer leur propre collectif, Ok, leur propre génial. talent externe sous forme de collectif, c'est aussi des trucs qu'on regarde. Voilà, on manque pas d'idées. Tout le défi, ça va être de prioriser intelligemment. Et pour ça, on s'appuie sur des équipes qui deviennent expertes du sujet et qui nous aident à avancer collectivement dans le bon sens. Super. Bah écoute, on va se quitter dessus. Ça donne très envie du coup d'aller sur la plateforme pour commencer à se créer un collectif. En tout cas, Jean, un grand merci pour ton temps, ta présentation et puis pour ce projet qui, je sais, en fait, va énormément plaire en tout cas au sein de la communauté No Code. Comme tu l'as dit, il y a déjà en fait pas mal de collectifs qui sont constitués et je pense qu'il devrait y avoir une trend, en tout cas dans les prochains mois et les prochaines années sur ces sujets-là. Donc normalement, tu devrais en voir beaucoup plus. Pour ceux qui nous regardent et qui sont allés jusqu'au bout, déjà un grand merci. Vous pouvez vous rendre du coup sur collective.work. Pour ceux qui sont sur YouTube, vous verrez que c'est directement sur la petite thumbnail de Jean. Pour ma part, eh ben, je te remercie beaucoup, Jean. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée au moment où vous regarderez ça. Et je vous dis à très vite pour un prochain podcast. À plus, ciao. Salut, salut!